Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Caron, conservatrice au département des peintures du musée du Louvre, et on va vous présenter aujourd'hui avec Elliot Adam, qui est doctorant à Paris-Sorbonne, on disait Paris 4 de mon temps, il me semble, le livre qu'on a écrit ensemble et qui accompagne une exposition qui va avoir lieu à partir du 7 juillet, c'est-à-dire dans pas très longtemps, au sein des collections permanentes dans le parcours français, dans l'aile Richelieu, au 2e étage. L'ouvrage dont on va vous parler relate les premiers résultats d'une recherche, toujours en cours bien sûr, qui a pour point de départ un événement assez récent, la découverte puis l'acquisition dans la foulée, auprès de la galerie Hubert Duchemin, d'un panneau inédit, tout à fait inconnu des spécialistes, qui a été acquis grâce aux Amis du Louvre, et je les remercie très chaleureusement à cette occasion. Ce panneau représente une Assomption et vous voyez à l'écran l'état dans lequel il était quand on l'a acquis en 2018. Il sort aujourd'hui tout juste de l'atelier de restauration du Centre de restauration des musées de France. On l'a confié à Jonathan Grindorge et Nathalie Pincas. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'il a retrouvé tout l'éclat qui fait honneur, on va y revenir, à la palette et à la virtuosité de ce peintre. Alors, comme je vous l'ai un peu annoncé également, cet ouvrage accompagne une exposition qui sera l'occasion de non seulement voir pour la première fois en salle cette Assomption restaurée, mais aussi de la voir en relation avec les autres œuvres de l'École d'Avignon, je vais y revenir, qu'elle nous a permis de réinterroger. Peut-être est-ce ainsi qu'il faut commencer. C'est par rappeler que la peinture en Provence à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, qui est connue comme l'École d'Avignon, tient une place tout à fait particulière au musée du Louvre, et ce depuis au moins l'exposition des primitifs français de 1904 et à son lendemain l'acquisition de la Pietà de Villeneuve-des-Avignon, déjà par les Amis du Louvre à l'époque. Charles Sterling, puis Michel Laclotte et Dominique Thiebaud ont été successivement conservateurs de la collection des primitifs français au département des peintures du musée du Louvre. Et ce sont eux qui ont donné une réalité artistique à des peintres dont les érudits locaux, en particulier avignonnais, avaient révélé les noms en dépouillant les archives, et ce, en associant à ces noms, révélés donc par des érudits, des œuvres. Ces peintres dessinent une dynastie artistique quelque peu mythique pour les historiens de l'art et, je crois, les amateurs de peinture en général, qui fut appelée l'École d'Avignon. C'est aussi le titre de ce fameux ouvrage de Michel Laclotte et Dominique Thiebaud, paru en 1983 et qui constitue aussi pour nous, toujours, le socle historiographique sur lequel repose depuis lors l'étude de la peinture provençale. Et nous avons la chance de conserver au musée du Louvre parmi les plus belles œuvres qui donnent à voir ce moment artistique particulier, aussi grâce aux efforts continus, il faut bien le dire, du musée pour enrichir cette collection. Sont présents tous les grands peintres de cette dynastie dans les salles du musée. Enguerrand-Carton, d'abord, que j'ai mentionné, auteur de la Pietà d'Avignon, mais aussi Barthélemy Deck, dont nous avons en salle, vous le voyez à l'écran, un très beau calvaire fragmentaire et dont l'œuvre principale est encore à Aix-en-Provence, au musée du Vieil-Aix. Nicolas Froment, qui est aussi un des maillons très importants de cette dynastie, est présent dans les collections par le diptyque Materon, et son œuvre principale est encore in situ à Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Enfin, pour la fin du siècle qui nous intéresse ici, ces peintres sont Jos Liefrinx et Nicolas Dipre. Ils forment le dernier rayonnement de l'École d'Avignon, pour reprendre une expression employée dans l'ouvrage de Michel Laclotte et Dominique Thiebaud. Or, il y a un maillon dont nous allons, vous vous en doutez, vous parler abondamment entre la première génération que je vous ai présentée et cette dernière, qui est le peintre Jean Changenay, qui, pourtant bien documenté, s'est dérobé plus que les autres à l'assignation d'un corpus, faute d'œuvres qui pouvaient de manière assez pertinente pour convaincre, être associées à ce que l'on savait de lui. L'ouvrage de 1983
a aussi explicité la grille d'analyse stylistique de l'école d'Avignon, en déterminant des éléments qui apparaissent comme des constantes dans l'œuvre des peintres que nous avons mentionnés. Ce sont les éléments constitutifs d'une identité stylistique, stable, reconnaissable sur plusieurs générations, comme si elle avait été transmise entre ces peintres à la manière d'un relais. Et parmi ces constantes sont souvent évoquées les oppositions tranchées d'ombre et de lumière, à l'origine, vous le voyez, d'une découpe aiguë des volumes. Ces drapés très graphiques, cubiques, voire cubistes, comme ils ont souvent été décrits. Une palette de couleurs terre dominée par les vermillons, les beiges, sur lesquels contrastent fortement des blancs éclatants en grands aplats, comme vous le voyez ici sur les revers des manteaux. Mais c'est un peu ce qui nous est apparu au cours de nos recherches. Peut-être davantage qu'une tradition provençale, avignonnaise, relative à un territoire, pourrait-on plutôt évoquer une tradition cartonesque, en référence à Enguerrand-Carton. Une tradition qui prospère effectivement en Provence dans la deuxième moitié du siècle, grâce à des peintres qui la font vivre en s'y inscrivant volontairement, voire stratégiquement, mais cela en coexistence avec d'autres traditions artistiques, on va en parler, auxquelles d'autres peintres se réfèrent. C'est bien la découverte de l'Assomption qui est le premier élément qu'on a qualifié de perturbateur, qui est venu donc un peu nous interroger sur les corrélations que nous avions faites, dont on a hérité, entre les corpus et les noms qui avaient été proposés, en l'occurrence celui de Josely Franks, et aussi qui est venu un peu perturber cette idée très ancrée en nous d'un style attaché à un territoire. En effet, l'Assomption s'inscrit de manière en partie convaincante dans une série de panneaux de scènes de la vie de la Vierge, dont 2 fragmentaires sont déjà au Louvre et qui sont attribués traditionnellement à Josely Franks, ce peintre dont l'activité est documentée à Marseille de 1493 à 1505. Or, on va le voir, un certain nombre d'éléments dans ce panneau qu'on va décrire un peu plus avant ensemble ne permettent pas de l'intégrer si aisément à cette série. Et c'est pour cela que son apparition nous a invités à questionner ce que l'on pensait savoir de l'identité artistique de ce peintre, Josely Franks. Car ce nouvel élément, au lieu, comme souvent, de renforcer la cohérence de son œuvre, de la consolider, eh bien, au contraire, l'a davantage perturbé. Et c'est quelque chose que l'on sait un peu lorsqu'on étudie des périodes comme le XVe siècle, surtout en France, les primitifs français comme on les appelle, et aussi lorsqu'on doit accrocher dans une salle ces peintures, c'est que chaque nouvelle découverte désoriente, dans une certaine mesure, nos connaissances sur l'époque artistique, et c'est pour cela qu'on a un peu mené l'enquête. Alors une autre découverte importante, un autre élément perturbateur, c'est la découverte de la première œuvre attestée de ce mystérieux peintre Jean Changenay. Il s'agit d'une œuvre documentée par un contrat à prix fixé, ce qu'on appelle un prix fait, conclu à Avignon en 1499 entre le peintre Jean Grassi et les mandataires de Nicolas Boisseau, président de la Chambre des comptes de Dijon. Grassi promettait alors de terminer la peinture de 4 volets destinés au retable du maître-autel de l'église Notre-Dame de Dijon. Ces volets avaient été commandés à Jean Changenay en 1490, mais laissés inachevés à sa mort en 1495. En 2016, nos collègues de l'Université de Genève, Frédéric Elsig et Carmen Descoutet-Odorescu, ont proposé d'identifier 3 de ces volets avec ceux du triptyque factice que vous voyez ici à l'écran, conservé en Seine-et-Marne dans l'église de Grette-Sarminvilliers. Cette identification repose sur leur correspondance avec des éléments distinctifs du contrat. On sait d'abord que les avers des 2 volets droits devaient représenter la fuite en Égypte et immédiatement à sa suite, l'Assomption. Or, cette séquence inhabituelle est justement celle que l'on rencontre ici à Grette-Sarminvilliers. Le contrat indique également que Grassi doit se rendre d'Avignon à Dijon pour y faire les portraits de Nicolas Boisseau, son épouse et leurs enfants, et les intégrer par la suite dans ses volets. Et en effet, 2 scènes de ces volets intègrent des portraits de laïcs. On repère un homme âgé dans l'adoration des mages, ici à gauche, et deux dames richement vêtues dans l'Assomption, ici au centre. Nous avons pu découvrir un indice supplémentaire qui confirme cette identification. En effet, la dame en prière, présentée au premier plan de l'Assomption, porte au-dessus de son rosaire et sur sa poitrine 2 bijoux qui forment une initiale G, qui est celle du prénom de Guillemette Jacqueron, épouse de Nicolas Boisseau.
Or, le dessin de ces bijoux, avec la lettre G, est parfaitement comparable à celui d'une tapisserie conservée à New York, qui présente les initiales N et G de ses commanditaires, qui sont précisément, comme l'a montré Jean-Bernard Devèvre, Nicolas Boisseau et Guillemette Jacqueron. Mais l'intérêt primordial de cette identification, c'est que le contrat nous informe que Changenay avait achevé, avant sa mort, les revers de ses volets. Et en effet, 2 des volets de Gretz conservent au revers des grisailles en manière de sculpture feinte qui démontrent l'intervention d'un peintre d'un talent supérieur à celui de Jean Grassi, chargé d'achever les avers. Le revers lacunaire de l'Adoration des Mages, que vous voyez ici à gauche, présente Saint Nicolas, patron de Nicolas Boisseau. Celui de droite est au revers de l'Assomption et il préserve Saint Bénigne, le patron de Dijon, qui est aussi le saint patron de Bénigne Boisseau, le fils de Nicolas. Saint Bénigne, en très bon état, est ici reconnaissable aux instruments de son martyre. Les pieds scellés dans une pierre, des haleines plantées sous les ongles, les flancs percés par de lances et le crâne brisé d'une barre de fer. Ces multiples correspondances nous permettent donc de reconnaître ici la première œuvre documentée de Jean Changenay, celui que les documents présentent comme le plus grand peintre d'Avignon à la fin du XVe siècle. Et en effet, ces volets que vous voyez ici suggèrent que cette réputation était pleinement justifiée. Nous y reviendrons. Un dernier élément perturbateur concerne le grand panneau du calvaire du Louvre, traditionnellement attribué à Josely Franks, une œuvre qui vient d'être restaurée et que vous retrouverez dans l'exposition. On ignorait jusqu'ici tout de sa destination, mais en 2016, Carmen Bécouté-Odorescu a également montré qu'il ornait au XVIIe siècle la chambre dorée du Parlement de Dijon, la principale salle des audiences du Parlement, à la manière par exemple de la crucifixion du Parlement de Paris, également conservée au Louvre. Cette découverte repose sur un discours prononcé à Dijon en 1611 par le parlementaire Picardet, qui décrit avec précision le calvaire qui orne la chambre. Son discours est ensuite publié à Paris et accompagné de cette gravure qui copie le tableau, ce qui nous permet aujourd'hui de vérifier que l'œuvre en question est bien le calvaire du Louvre. L'identification du calvaire du Parlement de Dijon constitue un cas d'école pour l'étude des mobilités artistiques, car il nous invite à envisager que des magistrats de Dijon aient passé commande de cette œuvre insigne auprès du peintre Josely Franks, pourtant actif à Marseille. Plusieurs approches sont possibles. Nos collègues de Genève préfèrent lui retirer la paternité de l'œuvre au profit d'un peintre actif à Dijon, mais associé à la famille Changenay. Nous considérons plutôt cette question à l'aune de la découverte simultanée du retable du maître-autel de Notre-Dame de Dijon, commandé par Nicolas Boisseau, une œuvre tout aussi prestigieuse que le calvaire, et pourtant confiée à un peintre certes bourguignon, mais actif dans la lointaine ville d'Avignon. En tout cas, cette découverte nous a conduit très tôt à interroger les modalités de circulation de ces peintres, de ces œuvres et de ces modèles entre Avignon, Marseille et Dijon. Ces éléments perturbateurs qu'on vient de vous présenter ont rendu donc nécessaire l'assouplissement d'un certain nombre de cadres conceptuels dans lesquels on avait appris à étudier la peinture en Provence, la peinture de l'école d'Avignon. Manifestement, donc, comme Eliott l'a présenté, Jean Changenay garde un lien avec la Bourgogne, même après, garde un lien avec la Bourgogne, avec Dijon en particulier, où en réalité son frère Pierre continue d'entretenir l'atelier familial. Manifestement également, Lee Franks continue à avoir des liens avec Dijon, même après la mort de Jean Changenay. Donc il y a une continuité des échanges entre ces deux régions, même après la mort du Dijonnais Jean Changenay, qui s'était installé à Avignon. Donc il faut nécessairement sortir d'Avignon, sortir de Provence pour considérer l'existence d'un réseau entre des ateliers situés dans des villes différentes, mais qui ne sont pas strictement assignés à une clientèle locale. Donc, les Dijonnais peuvent commander à des peintres installés à Avignon. C'est ainsi que cette notion sur laquelle on insiste de réseau, voire de filiale autour d'une maison mère, qui serait l'atelier originel implanté à Dijon, nous est apparue intéressante pour penser les liens qu'on apercevait entre les œuvres. Il apparaît dès lors que le travail d'attribution que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire associer des noms à des corpus, ne peut se faire réellement sans d'abord envisager une histoire sociale de l'art, c'est-à-dire l'étude des conditions matérielles d'élaboration de ces œuvres. Alors il découle de ce positionnement qui est le nôtre, une division assez naturelle de l'ouvrage, et vous le verrez de la petite exposition, en 3 parties, qui considèrent chacune les 3 lieux d'activité de ce réseau de peintres.
D'abord à Avignon, rue de la Miraillerie, dans l'atelier de Jean Changenay. Ensuite à Marseille, dans l'atelier de Jocely Franks et de son associé au moins un temps, Bernardino Simondi. Enfin à Dijon, rue de la Verrerie, dans la maison mère de la famille Changenay. Et notre enquête commence donc rue de la Miraillerie, dans l'atelier que Jean Changenay fonde sans doute au début des années 1480. La connaissance que nous avons de Changenay repose sur 40 documents, ce qui est relativement abondant pour l'époque, et a permis ce premier essai, disons, de micro-histoire sociale auquel nous nous sommes livrés au début de l'ouvrage pour tenter de cerner l'existence sociale de Jean Changenay. Ce peintre est à la tête d'un atelier qui a manifestement le vent en poupe dans les 2 dernières décennies du XVe siècle. Le choix de s'installer rue de la Miraillerie est sans doute une bonne stratégie, car il est à 2 pas du palais du Légat, sous les fenêtres, si j'ose dire, du palais des papes, sur le territoire de la puissante paroisse Saint-Agricole, où vivent un certain nombre de ses plus importants commanditaires. Mais c'est un territoire intéressant aussi parce qu'il est assez mêlé sociologiquement. C'est aussi le cœur du quartier des peintres. J'emprunte cette expression à Joël Guidini-Ribaud, qui a travaillé sur les peintres verriers, car il y a les peintres qui sont installés, mais aussi notamment les menuisiers, qui sont les collaborateurs quotidiens des peintres. Et donc, un des atouts de l'atelier de Changenay, c'est manifestement d'avoir eu les ressorts d'assumer en même temps un grand nombre de commandes très ambitieuses, grâce à de nombreux apprentis et compagnons, dont certains sont ressortissants de Bourgogne comme lui. Et c'est ainsi que la notion de boutique, qu'on voit apparaître dans un certain nombre de documents, et qu'on connaît mieux en vrai dans sa traduction italienne, la bottega, qui désigne à la fois l'atelier et la boutique, s'avère efficace pour faire sentir qu'il s'agit, et c'est ce qu'on a un peu essayé de faire, d'un lieu ouvert sur la rue, où entrent et sortent des collègues, mais aussi des amis, car certains bourguignons sont mentionnés plusieurs fois dans les documents relatifs à la vie de Changenay, sa famille, car il se marie sur place, mais aussi des clients, à titre privé ou public. Mais que peuvent nous dire en réalité ces documents, et ça c'est le défi des historiens de l'art, sur ces œuvres? Est-ce que ces documents peuvent nous aider à savoir ce qu'il a peint? Alors Charles Sterling avait essayé de lire dans ces documents les critères qui peuvent permettre de faire coïncider, parmi les œuvres encore anonymes qu'il étudiait, en quête d'auteur, celles qui auraient pu avoir été peintes par lui. Donc je ne reviens pas sur la démonstration de Sterling, mais il avait proposé de lui attribuer ces 2 œuvres, donc les 3 prophètes qui sont au Louvre et un Saint-Pierre en collection privée. Et il faut dire que nous, au cours de nos recherches, et nous espérons vous bientôt, nous sommes convaincus que la découverte du triptyque de Gretz-Armainvilliers, dont Eliott vous a parlé, et qui est une œuvre attestée de Jean Changenay, conforte plutôt qu'elle n'écarte l'hypothèse avancée par Sterling. Gretz-Armainvilliers devient donc à ce titre une œuvre aimant, autour de laquelle, par rapprochement stylistique, s'ordonnent les autres œuvres. Et plus on y travaille, plus comme Eliott l'a annoncé, on découvre un peintre manifestement supérieur. On peut, dans une certaine mesure, dire quelque chose, qualifier la personnalité artistique de Jean Changenay. C'est un peintre qui, peut-être avant tout, a un grand savoir-faire dans la représentation des figures. Il dote ses corps de ce canon massif. Ces corps apparaissent enveloppés dans des étoffes exécutées avec une grande habileté d'ordre illusionniste. Et peut-être cette habileté se manifeste-t-elle pleinement, par exemple, dans la grisaille qui représente Saint-Bénigne, à Gretz-Armainvilliers, Saint-Bénigne donc qui est le patron de Dijon. Changenay arrive en effet à évoquer à la fois la finesse un peu cassante de la pierre ciselée par le sculpteur, comme s'il se substituait à ce sculpteur un peu génial, mais aussi l'étoffe lourde de la chasuble d'ecclésiastique qui drape le personnage, qui dessine des plis qui, vous le voyez, ne sont jamais systématiques. Ils sont comme animés par le mouvement du corps, déterminés plutôt par la matière de l'étoffe que par un mouvement abstrait, matière de l'étoffe qui fait varier les profondeurs des plis plus ou moins ombrés. Par ailleurs, les visages de Changenay sont très beaux.
tout à fait remarquable, très singulier et reconnaissable aussi. Par exemple, si vous voyez les deux dans cette galerie de visages, on remarque notamment le dessin de ce nez caractérisé par des petites narines en arc, ces bouches ouvertes en arc de cercle qui laissent voir les dents, les yeux écarquillés, cette capacité à doter ces personnages d'une intensité très particulière. Il prend un grand soin à la représentation des émotions, la stupeur des prophètes, l'effroi peut-être de Bénigne. Et je mentionnerai ici, sans développer davantage, la palette très acide et assez singulière pour cela de Jean Changenay, qui est peut-être comparable à celle plutôt de Froment que d'autres grands prédécesseurs provençaux. Sa dette la plus évidente, et je le dis ici en passant, elle nous semble qu'il la doit à Hugo van der Goes, que peut-être vous connaissez, qui est un des grands primitifs flamands, comme on les appelle, mort en 1483 et qui avait été actif à Gand. Plus largement, on perçoit dans les œuvres, qui sont toutes fragmentaires, qui sont parvenues jusqu'à nos jours, une dette au grand peintre flamand, voire une inscription volontaire, à nouveau stratégique, de la part du peintre d'Avignon, dans cette dynastie, dans ce lignage très prestigieux. Et je vais donner un seul exemple, qui est que Changenay intègre systématiquement, à chaque fois en tout cas dans les exemples qu'on a, dans ses œuvres, des éléments du contexte dans lesquels les œuvres étaient attendues. Je m'explique. Saint-Bénigne, par exemple, que vous voyez, est représenté devant la pierre rouge dans laquelle était sculpté le maître-autel de Notre-Dame de Dijon. Donc, il y avait un prolongement entre la pierre et la peinture. Saint-Pierre, quant à lui, est représenté dans une loggia et devant une façade qui évoque peut-être Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Enfin, pour les trois prophètes, cette réflexion est l'occasion pour moi de vous présenter une découverte cruciale. Et il me faut pour cela vous rappeler que ce panneau vient d'Arles, où il fut amené en même temps que d'autres œuvres prélevées en Italie en 1797-1798, amené à Paris. Or, un érudit arlésien nommé Jacques-Didier Véran rapporte qu'en 1792, l'église des Dominicains d'Arles, jusqu'alors préservée, avait été dépouillée de son mobilier. Et l'érudit avait, à cette occasion, copié l'inscription suivante qu'il avait pu lire sur le retable du maître-autel représentant, je cite, la famille Gessé. Et l'inscription est la suivante, vous la voyez aussi à l'écran, je l'ai dit en français. Ce retable a été peint par moi, Jean de Bourgogne, peintre, en l'an 1484 et parfait le 1er mai. Donc vous me suivez, sur le panneau du Louvre, le phylactère tenu par Isaïe signale précisément un arbre de Gessé, ou du moins un sujet proche. Donc ainsi, nous pouvons penser que ces trois prophètes qui viennent d'Arles, qui signalent qu'ils appartiennent à une œuvre évoquant l'arbre de Gessé, et qui révèlent par leur parenté stylistique ce qu'on vient d'évoquer, l'œuvre de Gretz, eh bien, pourraient provenir de ce retable de Jean Changenay, peint en 1484. Donc je boucle rapidement cette boucle grâce à cette image qui vous montre que, là encore, on a le sentiment que Changenay cherche à inscrire l'œuvre peinte dans son contexte architectural de destination, d'une manière à nouveau inventive, en rejoignant dans la peinture la forme des grandes arcades de la nef des prêcheurs, des dominicains, de manière là encore recomposée entre le dessin des arcs et des colonnettes des bas-côtés. Ainsi, Changenay semble prolonger de cette manière l'héritage flamand, intellectuel, celui d'une réflexion sur la peinture dans la peinture, sur les moyens de cette peinture, en troublant les limites, les frontières entre espace pictural et espace réel, ce que les Flamands, à commencer par Van Eyck, avaient largement pratiqué. 10 ans après le retable d'Arles, en 1494-1495, Jean Changenay, le grand peintre d'Avignon, meurt, mais avec lui ne périclite pas son atelier, et c'est la suite de notre enquête. Alors ce qui apparaît en effet très clairement au lendemain de la mort de Changenay, c'est la mobilisation d'une communauté soucieuse d'assurer le devenir de la maison du maître. En janvier 1495, moins de 3 semaines après sa mort, une dizaine de personnes se réunissent autour de Michel et Delphine Changenay, ses 2 filles, mineures et orphelines. Ensemble, ils décident de louer la maison de la Miraillerie au peintre Jean Grassi, voisin et ami de Changenay, qui, à cette date, occupait déjà une maison dans un autre quartier d'Avignon.
Plutôt qu'une opération immobilière, il s'agissait pour Grassi d'assurer la sauvegarde de la maison-boutique, où demeuraient encore les filles et certains apprentis du peintre, mais aussi un fonds d'atelier et des œuvres inachevées. Ce qui se noue ici, c'est la question transversale dans notre enquête de la succession et de l'héritage de Changenay, d'un point de vue aussi bien matériel, social qu'artistique. En d'autres termes, qui occupe sa maison, qui hérite de sa réputation, de sa position et de sa clientèle à Avignon, et bien sûr, qui peut se prétendre l'héritier de ce grand peintre. En l'occurrence, les œuvres et les documents nous permettent d'approcher avec une nuance inédite la complexité humaine de ces phénomènes. Il apparaît ainsi qu'une distinction s'opère rapidement entre, d'une part, des successeurs officiels habitant sa maison, recherchés par une clientèle éloignée, comme celle de Dijon, et d'autre part des successeurs officieux, mais peut-être plus fidèles à l'art de Changenay, recrutés par une clientèle locale, sans doute mieux informée, à Avignon et alentour. Une difficulté considérable, c'est qu'il n'existe pas à ce jour d'œuvres de l'atelier de Changenay qui paraissent imiter sa main sans être la sienne. Le seul artiste dont les œuvres offrent un métier proche de celui de Changenay est un Castillan, Juan de Nalda, qui avait été engagé dans son atelier comme apprenti salarié du maître. Les œuvres que la Clotte et Sterling lui ont attribuées sont toutefois postérieures à son retour en Castille après la mort de Changenay. Comme on peut le voir ici, les visages de Nalda partagent avec ceux de Changenay une matière épaisse et mate, un même travail des rehauts blancs appliqué sur les cernes, les pommettes et les fronts d'une manière très libre. On retrouve aussi à Lyon, dans Les Apôtres, ces visages troublés, aux sourcils broussailleux, aux lèvres entr'ouvertes et aux pupilles dilatées, autant de types qui relèvent aussi du répertoire élaboré à Gand par le grand peintre Hugo van der Goes. Mais si Juan de Nalda est un élève de Changenay susceptible d'incarner son héritage artistique, il quitte rapidement Avignon pour la Castille. Pour Nicolas Boisseau, le successeur de Changenay est celui qui occupe son atelier. Et c'est à Jean Grassi que Nicolas Boisseau adresse la commande des volets de Notre-Dame de Dijon, sans doute restés en attente dans l'atelier de la Miraillerie. Grassi est un peintre du Piémont très bien documenté à Avignon. La découverte des volets de Gretz-Armainvilliers nous permet d'identifier son œuvre de peintre en comparant la main responsable des revers, celle de Changenay, avec celle de Jean Grassi qui a achevé les avers. Le plus surprenant, c'est que Grassi ne partage rien de la manière ou du métier de Changenay. Il suffit de comparer ce roi mage en bas au Saint Bénigne au-dessus pour voir qu'à l'inverse de Changenay, Grassi ne s'embarrasse pas de rendre sensible l'ossature du visage ou de lui prêter une quelconque émotion. Ce contraste est tout aussi évident dans les avers mêmes des volets de Grelz, par exemple dans ses drapés. Les plis coulants du manteau rouge du roi mage agenouillé, ici en bas, participent d'une intention proprement décorative, à l'inverse du manteau rouge lac de Joseph, ici au-dessus, sculpté par la lumière, qui procède justement de l'approche sensible et illusionniste des matières promue par Jean Changenay. Avant même de pouvoir étudier les dessins préliminaires de ces trois volets, l'étude comparée des avers et des revers de Grelz fait donc apparaître que ces scènes avaient été presque entièrement réalisées par Changenay. C'est à lui que reviennent la composition de ces volets et la mise en place de ces grands paysages au ciel étiré. La réalisation de ces animaux, de ces motifs narratifs comme le tombeau, mais aussi de certains drapés, autant d'éléments qui se distinguent tous par le fait qu'ils sont heurtés par une lumière franche venant de la droite. Il ne restait donc plus à Jean Grassi qu'à compléter les drapés et les visages et à intégrer, tant que faire se peut, les portraits de la famille Boisseau réalisés à Dijon. Les volets de Grelz nous permettent ainsi de reconnaître la main de Jean Grassi dans d'autres œuvres, notamment ce petit panneau dédié à un sujet proprement avignonnais, associé justement au grand schisme. Le plus déconcertant, c'est que rien, a priori, n'aurait permis de situer cet artiste à Avignon, dans la mesure où ses œuvres ne présentent aucune des composantes stylistiques précisément associées à l'école d'Avignon dont Sophie vous a parlé. Le cas de Jean Grassi nous impose donc d'élargir notre compréhension de la production picturale à Avignon pour ménager une place à l'activité de ce peintre, ami et voisin de Changenay, sans doute formé dans le Piémont d'Antoine de Launay dont il était originaire et qui connut toutefois à Avignon un certain succès. Si pour un client éloigné comme Nicolas Boisseau, Grassi apparaît comme le successeur tout désigné de Changenay, la clientèle locale ne s'y trompe pas et commande désormais ses retables à un autre peintre, Nicolas d'Ypres.
Originaire de Paris, fils du peintre Colin d'Amiens, que l'on identifie généralement au maître de Coëtivy, d'Ypres avait probablement fréquenté l'atelier de Jean Changenay avant de signer ses premières commandes à Avignon, justement au lendemain de sa mort. À plusieurs reprises, Nicolas d'Ypres est sollicité pour réaliser des œuvres sur le modèle de retable que Changenay avait peint. De toute évidence, Nicolas d'Ypres exploite également un métier, mais aussi un répertoire de modèles qui procède de Changenay, comme en témoigne cette fuite en Égypte inédite que nous avons le privilège de publier pour la première fois dans l'ouvrage et qui partage avec la fuite en Égypte de Grette cette articulation du groupe principal ainsi qu'une approche caractéristique du paysage. Un indice supplémentaire de la volonté de d'Ypres de se présenter comme successeur du maître, c'est le fait qu'il acquiert en 1509 ce que les documents désignent encore, 15 ans après sa mort, comme la maison qui fut à Jean Changenay. Or, après la mort de Grassi en 1502, et avant d'être acquise par d'Ypres, nous pensons que cette maison a pu revenir à un autre peintre bien connu, Jos Liefrinckx. En effet, en 1503, Liefrinckx épouse, 8 ans après la mort du maître, sa fille aînée, Michel. À la suite de ce mariage, 2 peintres, dont Nicolas d'Ypres, estiment rue de la Miraillerie les biens qui fourniront la dot de Michel Changenay. Ce mariage intéressé avait sans doute permis à Liefrinckx de récupérer la maison et son fonds d'atelier et de se présenter à son tour comme un successeur de Changenay. Cette hypothèse est aussi étayée par le fait que Nicolas d'Ypres doit attendre la mort de Liefrinckx en 1508 pour acheter en 1509 la maison du peintre et asseoir ainsi sa position de successeur à la fois officiel et officieux de Jean Changenay. Ces éléments nous conduisent donc tout naturellement à Marseille, où Jos Liefrinckx est bien documenté et connaît un grand succès. En 1497, il partage avec son associé, le piémontais Bernardino Simondi, une seule et même boutique qui constitue à son tour un nouveau creuset cosmopolite en Provence. Et c'est dans cet atelier marseillais que nous proposons de situer la réalisation de la nouvelle Assomption du Louvre. Et donc, vous le comprenez, si l'étude de l'Assomption arrive au cœur de cette présentation, comme elle arrive au cœur de cet ouvrage, et non au début, c'est qu'il nous est apparu qu'il fallait poser les jalons de l'atelier avignonnais de Changenay pour mieux expliquer les outils avec lesquels on aborde cette œuvre, les problèmes qu'elle nous a posés, qu'elle continue, il faut bien le dire, à nous poser, et aussi comment son apparition nous a invités à repenser l'atelier marseillais de Liefrinckx. Un certain nombre d'éléments incitent à ancrer a priori assez aisément ce nouveau panneau dans la série des panneaux dédiés à la vie de la Vierge, traditionnellement attribués à Jos Liefrinckx. D'une part, l'Assomption a les mêmes dimensions que les panneaux complets de la série, les panneaux complets de la série étant conservés 2 d'entre eux à Avignon et l'un à Bruxelles. Il s'agit de noyers, bien sûr, comme les autres éléments, et la séquence iconographique est cohérente, c'est-à-dire que l'Assomption arrive chronologiquement après les autres épisodes représentés dans les autres panneaux. Pour les revers, donc vous voyez ici une reconstitution possible de ce retable fermé et ouvert, donc des volets, bien sûr, puisqu'on ignore ce qui était représenté en partie centrale. Pour les revers, le saint Yves est représenté comme les autres saints sur un dallage bichrome devant un fond de brocart et son positionnement, un petit peu aussi d'Asoto Insu, permet d'envisager de manière assez cohérente qu'il ait été placé au volet droit et au registre inférieur dans ce retable. Ce nouveau panneau partage peut-être surtout avec ceux que l'on connaissait déjà un même langage stylistique. Si on compare par exemple et assez simplement le traitement des Vierges qui présentent les mêmes traits, des traits très proches du visage, elles sont aussi vêtues pareillement d'un grand manteau bleu avec des revers blancs traités en aplat. La Vierge représente à cet égard une sorte de signature d'atelier, peut-être un moyen de tracer un fil rouge narratif entre les différents éléments d'un polyptyque, et au-delà de ça, une inscription dans la tradition cartonienne que nous avons plusieurs fois évoquée. La proximité des types physionomiques est aussi celle des personnages masculins. On voyait ici sur l'image qu'on compare 2 de ces personnages qui présentent les mêmes grands yeux en amande, notamment.
Et enfin, d'un point de vue technique, et c'est ce qu'on a pu voir au cours de la restauration, on est face à un métier assez proche, notamment cette mise en peinture avec une manière très épaisse, une manière aussi de monter les couleurs sans laisser en réserve les formes. Et donc on se retrouve face à des phénomènes, peut-être que je peux vous en montrer un peu plus clairement, de chevauchement un petit peu entre les formes, que vous verrez mieux en vrai, comme s'ils ne laissaient pas en réserve les motifs. Et ça, c'est une manière qu'on retrouve dans tous ces éléments. Il y a aussi ce pinceau extrêmement épais qui assume, pour ainsi dire, son passage, qu'on retrouve dans les ciels. Cette façon aussi de rechampir, c'est-à-dire de repasser autour des contours des silhouettes qui unissent, d'un point de vue matériel, tous ces panneaux. Mais dans le même temps, nulle part ailleurs que dans l'Assomption, on ne retrouve cette ambition dramatique dans la composition, cette manière qu'ont les drapés de se déployer. Je vous invite surtout à regarder le drapé rouge de Saint-Jean au premier plan. Cette diversification aussi de la palette, le gris des robes des anges, des roses pâles, une diversité aussi de verts qui singularise tout à fait ce panneau. Et certes, il y a une parenté de physionomie entre les visages de toute cette série, mais ici, l'expressivité très particulière des apôtres, presque fiévreuse, qui forment une sorte de galerie de têtes d'expression, pour employer un peu une formule réservée à un autre siècle, éloigne un peu ce panneau, à nouveau, des physionomies douces et presque poupines des autres épisodes. Par ailleurs, on a aussi dans la technique une manière assez inédite d'éclairer en réau de blanc très résolu les traits du visage, qu'on a déjà un peu décrit chez Changenay et Juan de Nalda. Donc, je ne développerai pas ici les hypothèses d'attribution au sein de l'atelier, mais disons plutôt que nous pensons que ce panneau a bien été peint dans l'atelier où œuvrait Josely Frynx, mais où il était loin d'être seul, comme nous l'apprennent les documents. Ce qui est intéressant, c'est que le style et la composition, comme certaines particularités iconographiques, traduisent en fait le cosmopolitisme de cet atelier et cristallisent en quelque sorte les diverses formations et sensibilités à des traditions picturales différentes des peintres qui se rencontraient dans cet atelier. Lee Frynx partage en effet, on l'a dit, son atelier avec un peintre nommé Bernardino Simondi, originaire du Piémont, au moins en 1497-1498. On sait qu'il y avait d'autres peintres piémontais qui sont mentionnés dans les documents, mais aussi par exemple un niçois qui s'appelle Honoré Lab, très intéressant parce qu'il avait été formé avant dans l'atelier de Jean Changenay. Donc il passe de l'atelier avignonnais à l'atelier marseillais. Et on décèle donc certaines particularités iconographiques, mais aussi stylistiques, qui traduisent une connaissance assez directe de ce qui se passait en Italie. Donc si on s'arrête seulement à l'iconographie, on peut voir que le panneau de l'Assomption représente donc la montée de la Vierge aux cieux, et elle est associée à la réception par saint Thomas de la Sainte Ceinture, selon le récit qu'en fait Jacques de Voragine. La Sacra Cintola, comme on dit en italien, est vénérée en particulier à Prato, en Toscane, où sa relique avait été rapportée de Jérusalem en 1141. Et d'ailleurs, dans le panneau du Louvre, l'exécution de la ceinture, que vous voyez tenue par saint Thomas, est particulièrement soignée, de même que les traits du visage de saint Thomas ou le dessin de sa main. Alors, les Assomptions contemporaines italiennes, et ici on vous montre un exemple chez Raphaël, mais on aurait pu citer Pérugin ou quantité de peintres plus mineurs œuvrant en Italie du Nord ou en Italie centrale, se concentrent également sur l'épisode de la réception de la ceinture par Thomas. Par ailleurs, dans notre Assomption, le visage très singularisé de l'apôtre à droite, que vous voyez ici, rappelle aussi une pratique largement attestée au même moment en Italie du Nord, en Italie centrale, qui consiste à intégrer dans les Assomptions, mais aussi dans les Ascensions, car cela demande les mêmes ressorts de composition iconographique, on intègre ces mêmes personnages un peu étranges, dont le regard est soit adressé directement vers le spectateur ou qui fuit latéralement, comme indifférents à l'événement, comme s'ils relevaient finalement d'une autre temporalité, et qui sont certainement des portraits.
Et dans notre Assomption, ce personnage, au positionnement un peu trouble, qui n'appartient pas au carnet de modèles de visage masculin habituel du corpus ici étudié, semble bien être un portrait, peut-être celui du commanditaire, qui pourrait être un homme de droit, juriste, avocat, peut-être siégeant au Parlement de Provence, comme l'attesterait en fait le rare suffrage à Saint-Yves au revers, qui est le patron des gens de droit, le saint patron des gens de droit. D'autre part, cette œuvre trahit de la part de son auteur une connaissance de la tradition artistique flamande de Van der Weyden et de Memling. Et on peut simplement citer pour le prouver, ce panneau que l'on peut voir au Louvre, qui est le panneau du triptyque de la résurrection de Memling et qui montre une même composition. Donc vous voyez Saint Jean au premier plan, drapé de rouge. On peut voir à genoux les plantes de ses pieds à la verticale aussi qui apparaissent au premier plan. On peut voir aussi au fond, ici vêtu de bleu, ce personnage au raccourci frontal qu'on retrouve dans l'Assomption du Louvre, dans la nouvelle Assomption du Louvre, très fréquent dans la peinture flamande. On retrouve aussi cette condensation des personnages dans un espace exigu qui accentue l'élan vertical de la composition, contribue à la dramatisation de la scène. Or, vous vous en souvenez, Lieffrinx lui-même est originaire du Hainaut, non loin de Bruxelles, et il peut être lui-même le vecteur de cette connaissance iconographique dans l'atelier marseillais, une connaissance de la tradition flamande qui, par ailleurs, est assez répandue à cette époque en Provence. Enfin, ce qui est important aussi, c'est que cette nouvelle Assomption aide à faire un lien autre que documentaire entre l'œuvre de Lieffrinx, de l'atelier de Lieffrinx, et celle de son beau-père, Jean Changenay. Et donc réintroduit Changenay, qui avait été un peu invisibilisé dans l'histoire de l'art provençal, vous l'aurez compris, invite à le réintroduire dans l'équation. D'une part, avec évidence, parce que le tombeau au bord duquel se trouve saint Thomas dans l'Assomption rappelle celui de Guéret-Sarmainvilliers, donc l'œuvre documentée de Changenay, mais aussi pour des raisons stylistiques. Par exemple, le Saint-Yves rappelle saint Bénigne pour le canon large de sa silhouette, le dessin des épaules, du buste, l'étoffe empesée de son manteau, qui l'éloigne en fait, vous le verrez en salle, quelque peu des autres saints représentés au revers des panneaux de la série de la vie de la Vierge, pour lesquels les drapés sont beaucoup plus graphiques. Ici, justement, il souligne davantage la jambe et le corps qu'il couvre. Évidemment, la virtuosité du grand drapé de Saint-Jean à la verre fait évidemment penser au grand peintre Changenay, ainsi que certaines physionomies des apôtres ou encore l'expression exacerbée des émotions qui rappellent les trois prophètes. Donc cette œuvre fait pour nous en quelque sorte le pont entre l'atelier avignonnais et l'atelier marseillais où travaille Lieffrinx. Et on s'en souvient, Lieffrinx avait justement épousé la fille de Changenay. Alors pour comprendre justement ces liens qui unissent entre Avignon et Marseille les ateliers de Changenay et de Lieffrinx, et pour éclaircir également leurs rapports respectifs avec la Bourgogne, il est nécessaire de faire un pas de côté pour envisager l'activité de l'atelier de la rue de la Verrerie à Dijon, véritable maison mère de la famille Changenay. Cet atelier de la rue de la Verrerie est occupé dès 1450 par un premier Jean Changenay, probablement le père de celui qui s'installera ensuite à Avignon vers 1480. À cette époque, l'atelier de Dijon est dirigé par son frère, Pierre, qui aura également plusieurs enfants, parmi lesquels se trouve Henri, et Henri deviendra à son tour peintre verrier jusqu'en 1536. Alors comme Jean à Avignon, les Changenay s'implantent dans la plus riche paroisse de Dijon, celle de l'église Notre-Dame. Ceux qui fréquentent l'église Notre-Dame à cette époque peuvent alors y rencontrer plusieurs œuvres de la famille Changenay. La première est ce petit tableau offert en ex-voto par le grand sénéchal de Bourgogne Philippe Pau, dont vous connaissez le tombeau monumental, conservé au Louvre. Ce panneau a été peint vers 1480 par le maître des prélats bourguignons, un artiste surtout connu pour ses manuscrits enluminés, mais que nous proposons d'identifier avec Pierre Changenay, le frère de Jean.
En 1490 vient ensuite Nicolas Boisseau, président de la vénérable Chambre des comptes de Dijon, qui commande cette fois à Jean Changenay les 4 volets du prestigieux retable du maître-autel, qui devait s'articuler sur une partie centrale déjà peinte, sans doute par le même artiste, et donc se positionner à l'arrière du maître-autel que vous voyez ici au centre. Enfin, c'est au début du XVIe siècle qu'un chanoine, peut-être Jean Chisseret, commande cette grande verrière dédiée à l'Assomption, dans laquelle on retrouve, ici une fois encore, une composition similaire en bien des points à celle du panneau réalisé à Marseille dans l'atelier de Liefrinx. Nous proposons de rapprocher cette verrière de l'activité vers 1520 de Henri Changenay, fils de Pierre, comme peintre verrier attitré de l'église Notre-Dame de Dijon. On le voit, qu'elles soient produites à Avignon ou à Dijon, ces œuvres de support et de formats variés témoignent de l'excellence de la famille Changenay et de la qualité de leur clientèle recrutée parmi les grands dignitaires bourguignons. Elles invitent aussi à formuler l'hypothèse d'une spécialisation des différentes filières de la maison Changenay. En effet, tandis que Jean est réputé pour ses retables monumentaux, son frère Pierre est surtout connu comme peintre de manuscrits et de petits tableaux, de telle sorte que les retables commandés par des clients bourguignons, comme Nicolas Boisseau, étaient peut-être confiés directement à l'atelier d'Avignon plutôt qu'à celui de Dijon. Il est frappant de constater combien, après même la mort de Jean Changenay, ces circulations entre Provence et Bourgogne se maintiennent, voire s'amplifient. L'exemple emblématique de ce phénomène est bien sûr la commande du calvaire du Parlement de Dijon à Jos Liefrinx, peu après la livraison des volets de Nicolas Boisseau en 1500, et alors même que Jos Liefrinx devient un membre à part entière de la famille Changenay en épousant Michel. On se rappelle en effet qu'en 2016, Carmen Descoutès-Odorescu avait montré la présence de ce panneau dans la chambre dorée du Parlement de Dijon en 1611. Cette identification repose en particulier sur la récurrence entre l'œuvre et la gravure d'un thème extrêmement rare, qui est celui que vous voyez ici en détail, c'est-à-dire l'irruption dans le ciel d'une cohorte d'élus conduite par Saint Michel qui vient repousser 2 démons à l'aide de son épée. Ce thème constitue en fait une illustration explicite de la victoire remportée sur les forces du mal par le sacrifice du Christ sur la croix. C'est donc une image de la rédemption. L'intégration de ce sujet, qui est emprunté au thème au livre du jugement dernier, dans le ciel d'un calvaire, est exceptionnelle. Et elle relève vraisemblablement de la volonté de Liefrinx d'accorder sa composition à la fonction morale du tableau, qui prenait place en effet dans la cour de justice du Parlement de Dijon, comme un exemple. Cette composition ne possède en fait qu'un seul antécédent. Ce feuillet enluminé par Pierre Changenay, le maître des prélats bourguignons, dans le riche missel de Richard Chambellan, abbé de Saint-Étienne de Dijon, qui est la principale église de la ville. Malgré une importante différence de format et de support, on reconnaît ici l'irruption dans le ciel de cette même cohorte d'élus, venus repousser les démons. De toute évidence, le peintre du calvaire du Parlement de Dijon connaissait ce thème par le répertoire des modèles de la famille Changenay. Un indice supplémentaire conforte son identification à Jos Liefrinx. C'est le fait que l'on retrouve ce thème dans une 3e œuvre, la Pietà du couvent Saint-Jérôme de Marseille, peinte dans cette même ville en 1515 par Étienne Peson. Dans cette scène, qui n'est pas un calvaire mais une lamentation, campée au pied de la croix, on retrouve dans le ciel d'orage 3 cohortes d'élus qui désormais sont en train d'achever les démons au terme de la bataille. Or, étant donné que ce peintre marseillais connaissait d'autres œuvres de Liefrinx, on peut penser qu'il avait connu ce thème confidentiel en fréquentant justement l'atelier marseillais occupé par Liefrinx et Simondi. Mais si le calvaire du Parlement de Dijon a bien été peint à Marseille, comme nous le pensons, Liefrinx multiplie ici les références au répertoire de la maison Changenay. En plus d'adapter le thème de la bataille céleste, inventé par Pierre, il emprunte aux 2 frères la conception de ces grands paysages étirés, qui, comme vous le voyez, de façon presque systématique, réservent au ciel les 2/3 de la hauteur de la surface picturale, tout en accentuant justement la transition entre le ciel bleu et le blanc de l'horizon. On reconnaît également chez Liefrinx ces grands cumulus qui, comme dans les volets de Grès de Sarmainvilliers, conçus par Jean, viennent en quelque sorte animer le ciel. Enfin, on retrouve aussi quelque chose de la grande minutie des paysages de Jean Changenay, notamment sensible dans les paysages de Gretz, mais aussi dans le Saint-Pierre en collection privée.
Et vous voyez ici qu'on peut observer quelques correspondances entre ces arbres esselés et ces ruines d'architecture qui viennent couronner les falaises, entre également cette articulation d'une tour circulaire avec une nuée d'oiseaux prise au vol. Le calvaire du Parlement de Dijon apparaît ainsi comme l'œuvre de Lieffrinx, où se manifeste avec le plus d'évidence un certain héritage de Jean Changenay. Ce n'est sans doute pas le fait du hasard. On peut en effet penser que Lieffrinx avait tout intérêt à rappeler aux magistrats dijonnais le souvenir des œuvres de Jean Changenay, pour manifester son appartenance à la famille de ce grand maître d'Avignon, qui était aussi reconnu comme un grand peintre dans sa ville natale de Dijon. Alors, bien entendu, notre compréhension de ces circulations entre Provence et Bourgogne est encore à un stade liminaire, mais elle continue de s'enrichir au gré de nouvelles découvertes. Il faut donc mentionner, pour finir, l'existence d'un cycle de 6 scènes de la vie de la Vierge, peintes dans la chapelle des Lunies de l'église de Sennecey-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône, soit sur la route entre, précisément, Dijon et la Provence. Et ce cycle de peinture murale vient de faire l'objet d'une restauration. Alors ce cycle nous intéresse tout particulièrement car il procède de modèles qui sont proches de ceux employés par l'atelier de Lieffrinx et Simondi pour le retable de la vie de la Vierge dont Sophie vous a parlé. Ces peintures murales sont pourtant datées de 1504 et elles sont surtout une œuvre immeuble, c'est-à-dire nécessairement réalisée sur place dans cette église entre Provence et Bourgogne. La question se pose donc de savoir si nous sommes ici confrontés à une équipe de peintres venant de l'atelier de Lieffrinx à Marseille, ou bien plutôt de l'atelier des Changenay de Dijon, mais qui utiliserait dans ce cas des modèles qui auraient été réélaborés en Provence. On retrouve en tout cas dans l'Assomption de Sennecey-le-Grand une composition similaire à celle que nous avons déjà rencontrée, notamment pour ce tombeau à pas de lion qui fait office de fil rouge dans notre enquête, depuis l'Assomption de Gretzar-Marvilliers, peinte par Changenay et Grassi, jusqu'à l'Assomption du Louvre, qui a été peinte dans l'atelier marseillais. Ce motif constitue en quelque sorte une marque d'atelier pour ce réseau de peintres, qui nous assure, comme il l'assurait peut-être aussi à ses commanditaires, que nous sommes bien ici face à l'œuvre d'une équipe de peintres œuvrant au nom de la maison Changenay. Alors pour conclure, il est nécessaire de revenir sur notre choix du terme « maison » pour le titre de l'ouvrage comme de l'exposition et pour caractériser justement ce réseau d'ateliers constitué par la famille Changenay, terme maison que nous avons préféré à des mots plus usuels comme celui d'atelier. En l'occurrence, le terme maison recoupe plusieurs significations. C'est d'abord une manière de nommer littéralement comme édifice les maisons de la famille Changenay à Avignon et à Dijon, comme pour témoigner de notre souci d'ancrer l'étude de l'activité de ces peintres à l'échelle locale et de considérer leur implantation dans un quartier, un voisinage et une paroisse. Ces maisons sont chacune, sur plusieurs générations, à la fois des lieux de production, de collaboration et de vente, mais aussi des lieux de vie, d'habitation et de rencontre. Et de fait, les maisons médiévales sont souvent constituées de telle sorte que le rez-de-chaussée sert de boutique et d'atelier, tandis qu'on trouve à l'étage des espaces d'habitation et de stockage des produits. Mais la maison désigne aussi une famille et une structure familiale qui s'identifie à travers ces lieux de vie. Comme c'est souvent le cas au XVe siècle, le métier de peintre est, chez les Changenay, une affaire de famille et un métier qui se transmet de génération en génération. La maison Changenay nous amène ainsi à envisager la transmission d'un métier de père en fils, d'oncle en neveu, mais aussi, et de manière beaucoup plus exceptionnelle, entre Jean Changenay et son gendre posthume, Jos Lieffrinx, qui, en épousant de façon très opportune l'une de ses filles orphelines, intègre véritablement la famille Changenay. Enfin, le choix du terme « maison » permet surtout de souligner le fait que ces peintres sont soucieux de se rattacher, d'une façon stratégique, à une identité artistique partagée, à travers la répétition, notamment, de motifs reconnaissables, comme le tombeau de l'Assomption ou la bataille des anges dans le ciel du Calvaire. À plusieurs titres, la maison Changenay apparaît en effet comme une entreprise familiale, on l'a vu, associant à la maison mère de Dijon des filiales à Avignon et à Marseille, dirigées chacune par les membres de cette famille et leurs associés. L'expression maison Changenay désigne donc précisément la stratégie de représentation de ce réseau d'ateliers, de la même manière que l'on rencontre aujourd'hui dans la rue des enseignes qui, par l'emploi du terme maison, promettent à leurs clients de retrouver un savoir-faire et une qualité artisanale équivalente, quelle que soit la boutique à laquelle ils s'adressent.
Voilà, donc nous vous remercions de votre attention et on vous encourage bien sûr à vous procurer l'ouvrage juste en haut de l'escalier sur la droite, il me semble, mais surtout à venir rencontrer ces œuvres fabuleuses dans les salles des peintures françaises au 2e étage de l'aile Richelieu à partir du 7 juillet. Merci.